Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau bulletin d'idées pour l'histoire, le numéro 11. Donc je vais commencer ce bulletin par un immense merci à Hervé Carès pour le partage de la vidéo de la semaine dernière sur son réseau, sur Twitter dans un premier temps. Et puis ensuite, pour avoir mentionné dans la dernière vidéo de Vue du droit avec Régis de Castelnau, la vidéo numéro 10, notamment pour souligner le travail que j'avais essayé de faire sur ce qui se passe à Gaza. Donc voilà, un très grand merci à Hervé Carès parce que d'un seul coup, il y a quand même beaucoup de monde qui a découvert la chaîne grâce à ce double partage d'informations au sujet de ce que je faisais. Donc le nombre d'abonnés et le nombre de vues de la dernière vidéo a fait un bond assez spectaculaire. Donc je le remercie encore, hein, j'ai eu l'occasion de le remercier directement, mais je le remercie publiquement parce que faut savoir montrer sa gratitude, pas seulement dans l'intimité dans ces cas-là, parce que vraiment, c'est un sacré coup de boost pour cette chaîne. Alors bien évidemment, ça a été l'occasion pour certains, si j'ai bien lu vos commentaires, de me retrouver, entre guillemets, depuis mon départ de Vue du droit en mai dernier. Donc bienvenue, hein. J'espère que ce que vous avez vu la semaine dernière vous a plu, j'espère que ce que vous allez voir à partir de maintenant vous plaira tout autant, en sachant bien sûr qu'ici on parle d'histoire militaire en priorité, même si parfois, comme la semaine dernière et un petit peu aujourd'hui, on va se raccrocher à l'actualité pour évoquer notamment la guerre urbaine, puisque comme vous le savez, la semaine prochaine on a le hors-série de lignes de front que j'ai commis sur la guerre urbaine qui sort en kiosque. Voilà. Donc un immense merci à Hervé Carès et un immense merci à tous ceux qui ont fait le chemin de suivre sa recommandation et de s'abonner à cette chaîne. Je vais essayer de voir, parce que là on a du coup franchi certains seuils techniques sur YouTube pour essayer d'offrir un contenu particulier aux abonnés, voir si par rapport donc au fait de continuer, bien sûr, hein, faut pas s'arrêter de partager, faut pas s'arrêter de mettre un pouce bleu, faut pas s'arrêter de commenter. Alors on essaye de faire des commentaires constructifs, hein. Moi je suis prêt à discuter, mais les commentaires sur l'invective, les commentaires sur ma tenue vestimentaire ou ce qui se passe dans mon dos là derrière, bon c'est gentil, mais c'est pas forcément à ça qu'on s'attend. Et puis ça peut, le but c'est de rester entre guillemets sérieux et constructif. Donc voilà, vous n'hésitez pas. Je précise d'emblée par rapport aussi à certains commentaires de la semaine dernière, je ne suis ni un relais d'information du gouvernement israélien, ni un relais d'information du Hamas ou de quelques factions palestiniennes, hein, c'est ni l'un ni l'autre. J'essaye d'avoir une analyse à froid, avec le plus de recul possible sur ce qui se passe là-bas. J'essaye d'être objectif. C'est pas parce que tel camp ou tel camp aurait la faveur de tel ou tel homme politique ici, où certains voudraient me dire ah bah oui mais on est proche des Israéliens, etc. Oui bien sûr. Moi aussi, je me sens proche des Israéliens, mais je ne me sentirais, ça par contre, je peux le dire sans aucun problème, je ne me sentirais jamais proche du gouvernement de Benjamin Netanyahu. Il faut être très clair là-dessus. Hein. J'ai j'ai aucun mal à le dire, j'ai des amis de mon enfance qui ont décidé il y a très longtemps maintenant de faire leur alia et ils vivent en Israël. Hein, j'ai eu beaucoup de craintes et de peurs au sujet de leur situation il y a plus d'un mois maintenant, mais c'est pas pour ça que je m'aveugle sur la situation de ce que fait le gouvernement israélien, pas du tout. Hein, je sais faire la distinction entre des liens personnels avec des gens et puis de l'autre côté la réalité de ce que fait le gouvernement de Benjamin Netanyahou et les gens qui sont là pour le soutenir et les projets qu'il développe avec lui. Hein, je ne me trompe pas non plus. Et j'oublie pas de l'autre côté, hein, que dans la population palestinienne, il reste encore beaucoup de chrétiens, hein, beaucoup de catholiques, beaucoup d'orthodoxes ou ce genre de choses. Enfin, donc voilà, c'est celui qui vient et qui tranche avec un couteau au milieu dans cette situation, c'est pas pour moi. Hein. La situation est très complexe, la situation est très difficile.
je condamne, mais sans aucun problème, ce qu'a pu faire le Hamas. Des gens me disent, ah bah oui, mais il y a eu des tirs fratricides de la part de l'armée israélienne. Il s'avère que c'est probable, hein, puisque j'ai vu des témoignages de survivants des kibbutzim qui ont effectivement vu l'armée israélienne tirer dans le tas. Il semblerait que ce soit la réactivation d'une doctrine qui devait avoir été abandonnée, mais qui donc aurait ressurgi, selon laquelle on ne laisse pas l'ennemi faire des prisonniers et surtout prendre des otages, parce que c'est trop compliqué ensuite à gérer politiquement, hein, j'ai bien conscience de tout ça. À côté de ça, on a vu à travers les caméras GoPro des combattants terroristes du Hamas ou d'autres groupes, puisqu'il s'avère effectivement qu'il y a d'autres groupes qui ont participé à cette attaque le 7 octobre, des civils se faire abattre comme des chiens, etc. Bon, donc c'est pas la peine d'essayer de venir me dire oui, mais non, on nous cache des choses, etc. Oui, bien sûr que dans la guerre, on nous cache des choses des deux côtés, mais ce qu'a fait le Hamas et peut-être donc d'autres groupes qui se sont joints à lui le 7 octobre est absolument inqualifiable et ne mérite mais alors absolument aucune équivoque de la part des commentateurs. Je rappelle que ceux qui font d'ailleurs ces équivoques sont les mêmes qui, pendant les guerres de décolonisation, comparaient qui le FLN, qui je ne sais quelle autre organisation de libération nationale, qui les comparait avec la résistance française, hein, ou les résistances occidentales contre l'envahisseur nazi. C'est pas du tout la même chose, hein. Un homme, ça s'oblige, ça se contraint, et donc les résistants occidentaux ont tué des soldats de la Wehrmacht, ont tué des collaborateurs de la Wehrmacht en Europe occidentale, il n'y a aucun problème, mais ils n'ont jamais pris les civils, les leurs d'ailleurs, en otage, hein. C'est pas comme ça que ça se passe. Et puis quand l'armée française, pour ne citer qu'elle, composée pour partie d'anciens FFI, est entrée en Allemagne en 1945, et s'est pas mis à tirer dans le tas sur les civils allemands en les jugeant co-responsables de ce qui s'était passé en France pendant 4 ans, hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu quelques exactions, hein, il y en a eu, mais il n'y a pas eu une volonté systématique de vengeance de la part de l'armée française sur la population allemande. Donc, quand on résiste à un oppresseur, on le fait en attaquant ses moyens d'oppression. On ne le fait pas contre la population parce qu'elle n'a rien à voir là-dedans, hein. J'invite les gens à suivre la trajectoire de ce qu'a été la descente aux enfers, quelque part, de l'IRA provisoire, hein, qui a commencé par ne s'attaquer, comme c'était légitime de le faire, qu'aux forces d'occupation britanniques, qu'elles soient donc directement en Ulster ou qu'elles soient sur le territoire britannique pour les priver de pouvoir venir continuer l'occupation de l'Ulster, hein, mais à partir du moment où l'IRA provisoire a commencé à cibler des civils ou à tuer des civils, elle s'est discréditée, hein. Elle a montré que là, elle passait dans un autre cadre. Et c'est comme ça qu'elle a perdu une partie de ses soutiens et qu'elle a perdu une partie de son aura à l'international. Ne l'oublions pas, et notamment dans la communauté irlandaise aux États-Unis, qui était très nombreuse et qui participait très fortement à son financement. Et de même, l'ETA a vécu cette même descente aux enfers catastrophique, hein, c'est-à-dire qu'elle a lutté avec beaucoup de courage contre le franquisme, à des moments où personne ne pouvait porter des coups au franquisme, et puis une fois que le franquisme a été éteint, et qu'on est revenu à une démocratie enfin en Espagne, elle s'est attaquée à, certes elle a continué d'attaquer les forces constabulaires du pouvoir espagnol, mais elle a commencé aussi à s'attaquer à des civils. On a eu des attaques contre des casernes de la Guardia Civil qui ont tué des enfants à la voiture piégée. Donc à partir de là, on change de camp. Ils ont attaqué des élus, de simples élus basques qu'ils ont assassinés. Donc à partir de ce moment-là, on change de catégorie. On n'est plus un résistant, on devient un vrai terroriste. Et là, on n'a plus le droit au soutien des gens qui ont un cerveau qui fonctionne. Voilà. Donc et c'est pas parce que votre adversaire commettrait telle ou telle chose, hein, qu'il faut en retour faire exactement comme lui. Et ça vaut donc bien sûr pour la réponse
complètement, on le voit maintenant aujourd'hui, hein, après ce que l'on a pu dire la semaine dernière, on a plein d'informations complémentaires, la réponse complètement disproportionnée que peut faire peser Tsahal et Israël sur la bande de Gaza aujourd'hui, on voit bien que voilà, on est dans une opération qui dépasse le cadre de la destruction des groupes qui ont attaqué Israël le 7 octobre. On voit bien, c'était la question que je posais à la fin de la vidéo la semaine dernière, on voit bien qu'on a changé, enfin peut-être pas changé, mais qu'on est dans un autre paradigme, hein, puisqu'on a des élus du gouvernement israélien, hein, on a des élus, on a des gens du gouvernement israélien qui nous disent non, bon, on pourrait peut-être vider la bande de Gaza et l'occuper demain. Pardon, les 2,5 millions de Gazaouis, ils vont où? Parce que les Égyptiens les voudront pas, les Jordaniens les voudront pas. Alors vous allez en faire quoi? Alors il y en a certains qui commencent à nous dire, il va falloir que nous, les Européens, on puisse les accueillir. Ah bon? Ah d'accord. Donc vous allez vider, donc c'est ce que disait l'ambassadeur Haro au cours de son audition parlementaire cette semaine, c'est une purification ethnique qui ne dit pas son nom, d'autant plus qu'elle est combinée avec qui occupait l'ambassadeur Haro dans son audition, c'est-à-dire 175 morts en Cisjordanie. Et ce nombre malheureusement augmente parce qu'il y a des attaques sans arrêt de la part des colons qui font ce qu'ils veulent, hein, l'armée intervient très peu, la police encore moins, et on a donc, je pense, une volonté en plus d'envenimer le conflit de ce côté-là, je le disais la semaine dernière, pour qu'on ait exactement la même chose qu'à Gaza dans les semaines qui viennent. Voilà. Donc, d'un côté, on a des gens qui n'ont pas, alors on va nous dire oui, ils ont été opprimés, oui, mais on peut être opprimé, hein. Les gens qui nous disent les Palestiniens sont opprimés depuis 70 ans, réfléchissez au nombre d'années, de siècles pendant lesquels les Irlandais ont été opprimés par l'Angleterre. Essayez de comprendre, essayez de voir. Est-ce que les Irlandais sont devenus des bêtes furieuses qui se sont mis à égorger des gens, etc. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, l'IRA provisoire, à un moment donné, dans les années 80, il y a eu un point de bascule. Il y a eu des attentats contre des civils en Grande-Bretagne, en Angleterre même, hein, où là, bon, bah, bien évidemment, ils ont changé, c'était les éléments les plus radicaux, ils ont basculé dans quelque chose qui n'est plus défendable, qui n'est plus supportable, et ils ont trahi la cause de la résistance irlandaise. Voilà, faut dire les choses. Hein, mais c'est pas parce qu'ils avaient été, je vais pas vous redonner hein, les chiffres de la famine entretenue, provoquée, comme vous voulez, par les Britanniques au 19e siècle en Angleterre, en Irlande, pardon, et les dégâts humains qu'elle a causés. Hein, ça se compte en millions de vies. C'est pas comparable en termes de même par rapport à la Nakba ou ce genre de choses. Je dis pas que la Nakba est pas une catastrophe, mais je dis que ce que les Anglais ont fait subir au peuple irlandais, il n'y a pas beaucoup de peuples qui en ont pris autant dans la figure. Est-ce pour autant que les Irlandais sont devenus des chiens assoiffés de sang? Non. Donc il faut rester raisonnable dans la façon dont on apprécie les choses. Voilà. Et pareil pour l'ETA qui voulait et qui avait raison dans son combat politique contre le franquisme, qui voulait une reconnaissance de l'identité basque, etc., qu'on peut tout à fait comprendre et qui est tout à fait légitime et entendable. Mais le jour où l'ETA, à partir des années 80, a commencé à s'en prendre à des civils et y compris à des enfants, comme là on l'a vu en Israël, eh bien, c'est plus défendable. Ces gens-là ont perdu d'ailleurs le soutien d'une grande majorité de la population basque. Hein. Au détriment de la cause d'ailleurs, parce que ce qu'il faut bien rappeler à chaque fois, c'est comme pour les Palestiniens, c'est qu'à chaque fois on est au détriment de la cause qu'on veut défendre, parce que bien évidemment, il n'y a que des gens, comme on l'a vu pendant la guerre d'Algérie ici, que des gens qui n'ont pas de morale ou une morale à géométrie variable, qui sont capables de défendre des gens qui font sauter des bombes dans des cafés à Alger, dans lesquels il y a autant de musulmans algériens que de juifs ou de chrétiens, hein, et puis que ça va tuer indistinctement dans les dancing des jeunes femmes, des jeunes filles, etc. Hein, ça dérange, ça, les gens de la gauche qu'on voit aujourd'hui essayer de trouver à travers leur circonvolution verbale, des bonnes raisons au Hamas et à ses affidés pour ce qu'ils ont fait le 7 octobre, c'était les mêmes pendant la guerre d'Algérie, ne l'oublions pas. Hein. C'était les mêmes. Hein. Et n'oublions pas que le FLN, sa première cible pendant la guerre d'Algérie, c'était pas les pieds noirs, c'était pas l'armée française, c'était les indécis, les millions d'indécis du peuple algérien qui ne savaient pas s'ils allaient ou non opter pour l'indépendance, tout à fait légitime. Hein, je suis gaulliste, l'indépendance de l'Algérie, c'est 100% favorable, hein, mais
mais pas dans ces méthodes-là et pas avec ces gens-là. Ça, c'est autre chose. Vous voyez, faut toujours être dans une espèce de complexité et de nuance. Hein. Parce que si les gens du FLN n'avaient fait que s'attaquer à l'armée française et aux représentants de l'autorité française, hein, la police, la gendarmerie, etc., les préfets, pourquoi pas, hein, puisque je vous rappelle que l'Algérie était divisée en 3 départements français, comme l'Ariège ou la Seine-et-Marne, on n'aurait rien pu dire. Ils étaient dans un combat tout à fait légitime, tel que le reconnaît d'ailleurs les Nations Unies, hein, il n'y a aucun problème là-dessus, mais ils ont décidé un jour de s'attaquer à leur propre population pour s'assurer qu'elle bascule dans leur camp. Et donc à partir de ce moment-là, ils se disqualifient. Et je ne parle pas bien sûr de ce qu'ils ont fait ensuite contre la communauté européenne, hein, où là, les exactions, voilà, quand on est dans un mouvement de résistance, la population civile, on la convainc, mais on la terrorise pas, parce que si on la terrorise pour qu'elle vienne dans votre camp, alors que c'est votre population, vous êtes un terroriste. Voilà. Donc je voulais rappeler ces choses-là pour que vous compreniez que c'est un phénomène complexe, c'est pas un phénomène, je le disais l'autre jour, manichéen, noir ou blanc, hein, c'est un phénomène qui est complexe et qui mérite qu'on se repose 2 minutes avant de le juger. Donc aujourd'hui, on voit bien, comme on pouvait déjà un peu donc l'évoquer la semaine dernière, la volonté vraisemblablement du gouvernement israélien dans l'action qu'elle demande à Tsahal de mener aujourd'hui, c'est ni plus ni moins de vider par étapes la bande de Gaza en poussant la population pour le moment vers le sud et puis comme le demandent certains commentateurs, enfin comme s'interrogent certains commentateurs à la télévision française aujourd'hui, que se passera-t-il une fois que la partie nord de la bande de Gaza aura été sécurisée et donc pour une partie réduite en tas de cailloux fumants, que va-t-il advenir pour s'occuper de la partie sud? La population qui s'est maintenant concentrée sur un territoire encore plus réduit, que va-t-il lui arriver? Ça va être absolument catastrophique. On va vers une catastrophe humanitaire à un moment ou à un autre. Et puis, bien évidemment, on voit dans les déclarations des gens qui sont dans le gouvernement ou qui sont des élus israéliens, hein, dans le camp des fous de l'extrême droite religieuse israélienne, des gens qui disent on va occuper Gaza. Ça va être la meilleure solution pour ne plus avoir de problème. On va la vider avec cette opération militaire et ensuite on va l'occuper. Donc là, on est dans quelque chose qui est complètement, donc qui n'est pas proportionné par rapport à ce qui s'est passé. Hein, parce que c'est pas les 2,5 millions de Gazaouis qui sont coupables de ce qu'a fait une partie d'entre eux, hein, fût-ce avec le soutien d'une partie de la population, soutien qu'on a pu voir effectivement hein, dans les vidéos quand on voyait certains otages être ramenés dans Gaza City. On voyait qu'il y avait pas une foule unanime de supporters, mais il y avait des civils qui étaient tout à fait, semble-t-il, heureux de voir des otages être ramenés dans Gaza. Bon, voilà. Mais la réponse à ça, c'est pas d'écraser Gaza City, puis en vidant sa population, puis ensuite en faisant la même chose au sud, et finalement en vidant la bande de Gaza et en l'occupant. Hein, alors en l'annexant, l'occupant, là les termes légaux, juridiques peuvent encore être à débattre, mais la réalité qui se profile, c'est celle-là. Donc là, personne ne peut soutenir ça. Le droit de la légitime défense d'Israël, oui. Le droit d'occuper et de vider Gaza, non. C'est voilà, c'est très compliqué à gérer. Hein, et moi, par rapport à ma façon de concevoir les choses sur le plan politique, et par rapport à ce qu'a été, je le rappelais un petit peu, je l'évoquais l'autre jour, l'idéal socialisant qui y avait à la base de la création de l'État d'Israël, hein, parce que c'était pas du tout un État qui était là pour être un État religieux, c'était un État qui était là sur des fondements socialistes, de gauche, hein, pour une majorité. Il y avait une petite minorité de gens qui fonderont plus tard la droite israélienne et le Likoud, hein, mais au départ, on est quand même avec des gens qui vont créer ou qui veulent créer un État socialiste. Faut pas l'oublier. Et c'est quelque chose qui séduit intellectuellement. Hein. Je vous invite à lire ce que ces gens-là pouvaient écrire dans les années de l'entre-deux-guerres après la déclaration de Balfour. Hein. C'est pas des nazis. Hein. C'est pareil. Alors les gens qui disent les Israéliens c'est des nazis, la seule personne que je considère comme autorisée pour employer ce qualificatif, hein, c'est pas Émeric Caron ou je ne sais qui. Hein. C'est Yahya Leibovitz. Voilà. Quand lui il a parlé de judéo-nazi. Mais lui, il pouvait le faire pour 2 raisons. Parce que c'était un des plus grands intellectuels juifs et israéliens, et puis parce que en tant que juif, il était
à même de pouvoir dire ces mots-là. Parce que, certes, il le faisait à dessein pour provoquer, mais traiter un juif de nazi comme ça gratuitement depuis la France, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Hein. Yahya Leibovitz, lui, se permettait de le faire parce que c'était argumenté, c'était pas fait pour faire de la politique politicienne ici en France, c'était parce que c'était le fruit d'une réflexion qui était hautement plus élevée que celle des gens qu'on entend aujourd'hui, que ce soit ici ou ailleurs, s'amuser à traiter telle ou telle personne de nazi en Israël. Hein. C'est un gouvernement soutenu par l'extrême droite religieuse israélienne. C'est pas le national-socialisme. Ça a des torts, ça a beaucoup de torts, mais ce n'est pas le national-socialisme. Il faut arrêter avec ces amalgames complètement folles. Hein, c'est pas... Et s'il y a des Israéliens qui, eux, veulent le dire, c'est eux qui sont en droit et qui sont bien placés pour le faire. C'est pas à nous de nous arroger ce droit. Nous, les Européens, par rapport à notre passé avec le national-socialisme, on a perdu la parole. C'est pas que non, on a perdu la parole dans le rapport avec les Juifs. Le national-socialisme, les mots nazi, nazisme, on n'a plus le droit de les manipuler pour le moment, hein, parce que on en a tellement fait, on est tellement co-responsable de cette situation. On peut bien sûr critiquer, etc., mais les amalgames avec le national-socialisme, il faut les balayer du revers de la main, parce que déjà, c'est pas constructif, ça donne des arguments aux extrémistes religieux israéliens pour dire, ah, regardez, ils veulent refaire des pogroms, etc., ils veulent nous foutre tous à la mer, non, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais clarifier par rapport aux questions, aux remarques qui ont été faites. Hein. Donc ensuite, en ce qui concerne le déroulement des combats aujourd'hui, bien écoutez, on voit bien, donc la campagne de bombardement initiale est terminée. Je vous mettrai une vidéo très intéressante qu'on a partagée sur Veille Stratégique, qui vient du blogueur History Legends, où il donne un chiffrage à peu près, enfin on va dire assez travaillé, assez précis du nombre de frappes aériennes. Hein. On a un peu moins de 4000, ensuite du nombre de frappes avec des drones, et puis surtout cette grande inconnue, le nombre de tirs d'artillerie qui ont eu lieu pour préparer l'opération terrestre qui se déroule donc là de manière très classique. Les pertes israéliennes semblent pour le moment être autour de 50-60 morts par rapport à ce qui filtre des canaux d'information israéliens, et la technique, hein, c'est toujours la même, c'est-à-dire qu'on est dans du combat de rue au départ, mais très limité parce que les fantassins sortent pas beaucoup, c'est surtout les hommes des unités spéciales, des unités d'élite qui mènent le combat d'infanterie. On a le génie qui est à l'œuvre, alors là dans des proportions énormes, avec ses bulldozers et puis ses engins de déminage. Hein. Les Israéliens, ils ont un engin de déminage. Alors c'est pas le même que celui que les Russes ont développé, là le UR-77 de mémoire, mais lui c'est un système qui permet de balancer une espèce de charge explosive avec vraiment une incidence très importante sur un endroit qu'on veut déminer, et notamment pour faire détonner tout ce qu'on appelle les IED, hein, tous les engins piégés, improvisés que le Hamas ou les autres groupes palestiniens auraient pu disséminer sur le terrain pour blesser, tuer, mutiler, etc. Et donc c'est la technique de l'aplatissement, parce qu'on voit qu'avec les bulldozers, on ouvre des voies ensuite derrière. Il y a des zones de construction qui ont complètement disparu, et en plus avec les bulldozers, vous déblayez le terrain, et toutes les cavités qui correspondraient à des entrées ou des sorties de tunnels, elles sont comblées ipso facto. Hein. Il n'y a pas besoin de se poser de problèmes supplémentaires. Alors on a vu que tout ça, ça prend énormément de temps, que ça n'empêche pas donc les combattants palestiniens de continuer les opérations de harcèlement, les opérations anti-chars et anti-véhicules avec leur RPG, hein, qui viennent des fois avec des proximités extrêmement courtes faire le coup de feu sur les engins blindés israéliens. Donc, et où là, s'il y a un coup au but sur un transport de troupes et que le blindage est percé, vous avez tout de suite presque une dizaine de personnes qui sont tuées ou blessées. Hein. Donc, même si c'est pas tous les jours, ça peut porter des coups très importants. On n'a pas encore de moyen de savoir comment la société israélienne, la société civile perçoit clairement tout ça.
Hein, c'est très compliqué de savoir, on nous dit qu'il y a un soutien conditionnel, etc. Mais on voit bien que la problématique des otages commence à peser de plus en plus publiquement, parce que bien évidemment, on comprend que les otages qui sont entre les mains des groupes palestiniens, bah, ils sont soumis aux mêmes bombardements, etc. Et on se demande combien d'entre eux sont déjà morts avec malheureusement certitude, hein, dont on peut certifier la mort dans ces combats, et les autres, où se trouvent-ils, dans quelle situation sanitaire, hein, il y a des enfants en bas âge, il y a des bébés, il y a des personnes très âgées, etc. Comment, même sans imaginer qu'ils sont torturés par les Palestiniens, c'est pas là la question, mais simplement en étant dans les tunnels avec ces bombardements à répétition au début de l'opération israélienne, et puis maintenant ces combats, quel est le destin de ces pauvres gens, hein, et est-ce que finalement, malgré les grandes déclarations qui sont faites, tout est mis en œuvre par Israël pour les libérer vivants, hein, on peut se poser la question, parce qu'avec un tel emploi des feux, ça paraît difficile de pouvoir garantir leur maintien en vie, hein. Même si, je vous dis, le Hamas a tout intérêt, ou les autres groupes palestiniens qui les détiennent, a tout intérêt à ce qu'ils restent vivants et en bonne santé. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui sur ce combat urbain qui nous apprendra encore d'autres choses au cours des semaines qui viennent, hein, et puis qui nous permettra de placer la bataille de Gaza. Alors il y a eu aussi des discussions sur est-ce que ça ressemble à celle de Mossoul, est-ce que ça ressemble à celle de Fallujah. Bah, écoutez, la semaine prochaine vous lirez le hors-série avec la bataille de Mossoul, vous ferez une idée de ce qui se passe là à Gaza et par rapport à l'engagement de Tsahal contre le Hamas et les autres groupes palestiniens. Est-ce que les anglo-saxons, la coalition dirigée par les anglo-saxons avec certaines forces françaises, a pu faire à Mossoul en 2016-2017. Voilà, hein, je vous laisserai regarder tout ça. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur cette situation. Puis ces petites clarifications sur d'où je parle et pourquoi je parle ainsi. Hein, je comprends qu'il y ait des gens qui soient favorables au fait qu'on règle le problème palestinien en vidant les Palestiniens. Bon, je le comprends, mais je suis étranger à ce genre de pensée, hein, et surtout à leur efficacité, parce qu'une fois encore, à chaque fois que ce genre d'opération se déroule dans des proportions pareilles, vous recréez sans arrêt systématiquement les conditions de l'émergence de nouveaux mouvements de résistance qui sont de plus en plus extrémistes et qui iront de plus en plus loin dans la façon dont ils tenteront de porter des coups à ceux qui les oppressent, hein. Donc c'est comme le préconisent des gens en Israël, comme le préconisent des gens ici en France comme Dominique de Villepin, le mieux c'est d'essayer de faire redescendre tout ça le plus vite possible, hein, d'être intraitable pour retrouver les gens du Hamas ou des autres groupes de résistance qui ont abattu les civils, qui ont violé, qui ont tué, etc. Hein, mais les Palestiniens dans leur ensemble, on ne peut pas les vider comme ça, non, c'est pas possible, hein. Et si le risque qui court en ce moment sur la Cisjordanie se dévoilait devant nous, que ça s'embrasse de la même manière, avec la même ambition de la part d'Israël, enfin du gouvernement israélien, de vider aussi la Cisjordanie d'une partie de ses habitants, alors là je ne sais pas où on va, hein. Il faudra, je l'espère, que les Américains interviennent pour mettre leur veto à tout ça. N'oublions jamais, hein, ce sera le dernier point, qu'à la fin du fin, tout ce qui se passe ne peut pas se passer sans l'assentiment de Washington. C'est-à-dire que là, on a vu les chiffres des livraisons de munitions, que ce soit d'artillerie, de bombes aériennes, etc., qui sont faites par les États-Unis pour Tsahal. C'est comme en 73, au moment de la guerre des 6 jours. Si les États-Unis coupent le robinet, la guerre s'arrête, hein. C'est en 73 Kissinger, c'est ce qu'il avait dit à Golda Meir quand Ariel Sharon commençait à atteindre les faubourgs de Port Saïd et qu'il préconisait de marcher sur le Caire. Kissinger a dit à Golda Meir, c'est ça, si vous faites ça, nous on arrête la livraison du matériel. Et donc vous n'aurez plus ni munitions, ni ceci, ni cela. Donc ils ont arrêté. Idem quand ils étaient au nord, aux portes de Damas. Hein, on leur a dit, non, vous n'entrez pas dans Damas, hein, vous avez été attaqué, vous vous êtes défendu, vous avez repoussé l'adversaire jusque sur son territoire, très bien, mais maintenant on arrête. Et les Américains étaient clairs là-dessus. Parce qu'en plus, ils savaient que de l'autre côté, si ça ne s'arrêtait pas, les Soviétiques allaient intervenir en faveur des Arabes. Donc, enfin de la Syrie
et de l'Égypte. Donc aujourd'hui, il faut être clair aussi là-dessus. Si les Américains considèrent que le gouvernement de Netanyahou va trop loin, ils couperont les robinets. Et c'est ça qu'il faut surveiller le plus, parce que c'est là que se trouve le nerf de la guerre. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur le plan donc d'actualité et d'analyse de l'art de la guerre, hein, tel qu'on peut le concevoir dans ce cadre si particulier de la guerre en combat urbain. Et donc je vous mettrai la vidéo d'History Legends. Je vous précise tout de suite qu'il faudra activer les sous-titres sur YouTube pour ceux qui ne sont pas anglophones pour le comprendre. Il parle, c'est un Canadien francophone, si j'ai bien compris, et donc il parle avec un accent anglais qui est tout à fait facile à entendre et à comprendre pour ceux qui ont quelques notions d'anglais mais qui ont des doutes des fois avec les accents des Américains, des Australiens ou des Écossais par exemple. Donc là c'est assez facile si vous avez de bonnes bases d'anglais, et puis vous aurez les sous-titres, et puis après vous verrez, il donne des chiffres, etc. Il y a quelques schémas, hein, j'ai pas voulu reproduire ce type de vidéo, c'est complètement inutile, mais je trouve qu'elle est très intéressante, donc je vous mettrai le lien. Voilà, alors aujourd'hui on va terminer par ce qu'on avait l'habitude de faire au début, mais je pense que c'est peut-être mieux comme ça, parce que les gens veulent voir le vif du sujet au départ. Donc je vous rappelle, donc pour terminer, que vous pouvez donc toujours lire le numéro 105 de Ligne de Front qui est en kiosque, ça fait un mois maintenant, hein, si vous ne l'avez pas déjà fait, donc n'hésitez pas. Donc la semaine prochaine, le hors-série qui sera, je l'espère, arrivé dans ma boîte à lettres au moment où on fera la vidéo. Peut-être d'ailleurs, si vous voyez que la semaine prochaine, c'est pas le vendredi soir que la vidéo est en ligne, je ferai peut-être un petit shorts avec YouTube pour vous l'annoncer, mais j'essaierai d'attendre d'avoir le magazine entre les mains pour faire la vidéo, pour qu'on soit vraiment dans l'actualité. Donc ça, c'était le petit rappel habituel. L'autre rappel habituel, bien évidemment, le 3e Panzerkorps. Voilà, je vais essayer d'éviter de jouer avec la mise au point de la caméra, hein, toujours disponible, toujours d'actualité pour suivre au calendrier de l'époque 1944, là en l'occurrence, les aventures de l'élite des Panzers sur le front de l'Est, les terribles batailles menées par cette unité, notamment en Hongrie. Et ensuite, donc, on va parler de nouveautés que j'ai récupérées, notamment une, donc c'est du régional, hein. Vous allez me dire, mais pourquoi je parle de ça? Parce que ça vient de ma région d'adoption aujourd'hui, hein. C'est un excellent ouvrage consacré à la résistance, donc dans le secteur de d'Onin, qui est un petit village frontalier près de Valenciennes, hein. Donc c'est une association locale qui s'appelle Histoire et vie d'Onin, qui propose ça, hein, c'est aux éditions Nord Avril, alors c'est pareil, je vous mettrai le lien, c'est un travail extrêmement intéressant, qui nous permet d'entrer dans ce qu'était un mouvement de résistance, mais pas un mouvement de résistance forcément armé, hein, pas un groupe qui est en train de faire sauter des voies de chemin de fer ou ce genre de choses, mais donc le groupe Honneur et Patrie, hein, qui a été un grand mouvement de résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, et donc de voir ce qu'était le quotidien de ce groupement à Onin de ce mouvement Honneur et Patrie, hein. Voilà, donc en plus c'est un très très bel ouvrage, hein, papier glacé avec alors il y a un rappel des grandes figures de la résistance pour situer un peu le mouvement, et puis après vous avez des photos des avant-après, hein, ce qui est très intéressant quand vous vous promenez sur le terrain aujourd'hui. Donc c'est distribué par Nord Avril, alors pareil je vous mettrai toutes les références, ça coûte 18 €, ce qui est très peu pour un livre qui matériellement est avec couverture en dur, papier glacé, etc. Et puis c'est bien parce que si vous achetez ce genre d'ouvrage, vous faites fonctionner cette association d'histoire locale qui est extrêmement dynamique, hein. Je les ai rencontrés à l'occasion du 11 novembre, c'est avec eux que j'ai été passer la commémoration, que je suis allé passer la commémoration, et malheureusement l'auteur qui aurait dû être là pour dédicacer son
son livre a eu un accident domestique qui l'a maintenu à son domicile. Alors on le salue et j'espère que j'aurai l'occasion de le rencontrer pour éventuellement l'interviewer. Mais c'est vraiment, si vous êtes dans le coin ou si vous vous intéressez aux différents mouvements de résistance, eh bien vous n'hésitez pas à vous procurer cet ouvrage. Il y aura donc en lien les références pour le commander. Et puis ensuite, ceux qui me suivent sur Facebook, sur mon Facebook perso, j'ai commandé ça il y a quelques semaines. Il a mis un petit peu de temps avant d'arriver. Alors ne vous étonnez pas, oui, c'est Léon Trotsky, hein, c'est le premier tome des œuvres, je ne vais pas dire complètes de Léon Trotsky, mais des œuvres les plus intéressantes de Léon Trotsky à partir donc de la Révolution en 1918 jusqu'à la fin de la guerre civile 1923, hein, il y a 5 tomes. Alors hein, vous avez vu, c'est pas, c'est là on change de catégorie, hein, c'est des ouvrages de plus de 400 pages. Ça a été traduit par Jean-Jacques Marie, qui est probablement le plus grand spécialiste français de la période de la Révolution d'octobre jusqu'à la Seconde Guerre mondiale de l'Union soviétique, qui a commis un excellent ouvrage il y a quelques années sur les Russes blancs. Très très bon ouvrage. C'est un ancien professeur des universités qui est retraité aujourd'hui. Donc il a traduit les 5 tomes, c'est un travail déjà en soi de bénédictin. Et pourquoi je vous présente ce livre? Parce que il me semble très important pour moi déjà de le lire, parce que c'est quand même en tant que fondateur de l'Armée Rouge que Trotsky écrit cet ouvrage, enfin ces 5 tomes, et que pour comprendre à la fois bien évidemment l'émergence de l'art opératif au sein, la pensée militaire qui donne l'art opératif au sein de l'Armée Rouge, dont on a déjà parlé dans la vidéo numéro 7 je crois, de mémoire, il faut aussi comprendre comment l'Armée Rouge a été créée et comment elle a été constituée, comment elle s'est battue, etc. Parce que c'est, à mon avis, essentiel. Hein. On ne peut pas dire ah bah oui c'est Trotsky. Non, il faut avoir une attitude scientifique. Trotsky est le fondateur de cet outil militaire absolument unique, qui n'a d'écho dans l'histoire qu'avec l'armée de l'an 2 de Carnot, hein, même si c'est un peu dans une vision culturelle fantasmée que réelle, mais tout de même, voilà, on part d'un État qui se crée et qui a besoin d'une armée à partir d'une population qui a déjà subi un traumatisme monumental pendant la Première Guerre mondiale. Hein, n'oublions pas que c'est dans la continuité. L'armée tsariste a perdu près de 2 millions d'hommes en 1917 quand la révolution bolchevique éclate. Donc on demande à nouveau à la population de l'ancien empire russe un effort monumental, en sachant qu'il y a bien sûr en face des armées blanches qui elles aussi s'accaparent une partie du potentiel humain de l'ex-empire tsariste. Et donc voilà, il me semble essentiel d'avoir une vision de ce qu'écrit Trotsky à ce moment-là sur cette création de l'armée rouge. Donc commander le tome 1, je vais le lire et je pense, parce qu'il faut lire les 5 tomes, 400 pages, j'ai beaucoup de travail sur d'autres questions, vous vous en doutez, mais c'est pour vous dire que au printemps prochain, je pense au mois d'avril-mai, on fera, comme pour l'art opératif, une émission spéciale de plus d'une heure, hein, peut-être même 1 heure et demie, sur ce travail qui a été le travail de Trotsky pour fonder l'armée rouge, qui deviendra ensuite l'armée soviétique, qui a été une des armées les plus marquantes, hein, sinon peut-être la plus marquante du XXe siècle, en Europe en tout cas. Donc voilà, je vous annonce, donc vous pouvez commander, hein, alors c'est des tomes qui coûtent en moyenne une quarantaine d'euros, mais voilà, je vais m'atteler à leur lecture stylo à la main pour que vous ayez une émission, je vous dis, avril-mai, au sujet de ce qu'a été la fondation de l'Armée Rouge, et peut-être même qu'à l'occasion de cette émission, on aura un invité spécial, à savoir mon ami Laurent Henninger, qui est un des grands connaisseurs français de cette question, qui, comme tout le monde le sait, hein, il l'a dit publiquement chez Greg Tabibian il y a quelques mois, est un ancien trotskiste, hein, donc il connaît en plus de l'intérieur ce mouvement politique né de la pensée de Léon Trotsky. Donc on essaiera de faire quelque chose de
très sérieux autour de cet aspect, mais vraiment essentiel de la création de l'armée rouge au début du processus de guerre civile en 1918. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour aujourd'hui en termes de littérature. Donc encore une fois, merci Hervé Carès, merci à vous tous d'avoir suivi sa recommandation, et puis je vous donne rendez-vous, donc je l'espère, vendredi prochain avec le numéro hors série de Ligne de front consacré à la guerre urbaine. On verra si, encore une fois, l'écho de ce qui se passe à Gaza nous intéresse directement pour parler de cet aspect de la guerre très spécifique. Et puis, je vous remercie donc de continuer le partage, les pouces bleus, les commentaires constructifs, hein, parce que je pense que de savoir si ma barbe est une barbe de 3 jours ou pas, c'est pas très intéressant. C'est un clin d'œil sympathique, mais ce n'est pas forcément ce qui va intéresser les gens qui viennent consulter la chaîne. Et puis surtout, je vous le dis, ça c'est vraiment quelque chose. Je, je, je reste tel que je suis, je me présente à vous de manière la plus naturelle et la plus conviviale possible. Je déteste faire semblant, je déteste entre guillemets le spectaculaire et le spectacle. Donc voilà. Et puis ce qui est derrière moi, vous êtes dans la situation, hein, je vous fais partager la situation de mon environnement de travail. Voilà. Hein, c'est une manière aussi d'avoir une petite proximité avec vous tous. Et donc je vous souhaite une excellente semaine. D'éventuels achats constructifs, même donc pour vos listes de Noël, hein, vous n'hésitez pas. Et puis donc à vendredi prochain, s'il y avait un petit décalage de 24 heures, je vous ferai une courte vidéo, là, un shorts, comme on dit sur YouTube, pour vous tenir au courant du retard en fonction de l'arrivée du numéro hors série. Voilà. Un très grand merci à tous. Dernier petit détail, hein, numéro hors série que vous pouvez précommander dès aujourd'hui pour le recevoir vous aussi dès la fin de la semaine prochaine. Hein, il y a la couverture qui s'affiche dans le générique de fin de cette vidéo. Voilà. Un très bon week-end, à très bientôt. Au revoir.